Ok, du coup, le sujet d'aujourd'hui, vie quotidienne, cybersécurité, essayer de faire un parallèle entre ce que l'on voit de la cybersécurité en entreprise et éventuellement, on va le découvrir ensemble, l'impact de cette même cybersécurité ou du sujet de la cybersécurité au global dans notre vie quotidienne. Ou dit autrement, est-ce que dans notre vie quotidienne, on ne serait pas nous-mêmes en fait impactés par les mêmes problématiques qu'on peut retrouver en entreprise? Avant de démarrer, je vais juste faire une petite question globale. Si je parle de cybersécurité, pour vous, qu'est-ce que ça évoque en un mot, c'est est-ce qu'on parle de hacker? Est-ce qu'on parle de malveillance? Est-ce qu'on va parler de réseaux sociaux? Quels sont pour vous comment dire, le mot cybersécurité pour vous? Est-ce que j'essaie de reformuler parce que du coup je ne l'ai pas forcément préparé ce matin, mais est-ce que la cybersécurité aujourd'hui pour vous fait partie de votre quotidien, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose dont vous entendez parler, on va dire de temps en temps dans les journaux ou autres? Typiquement, pour qui, à main levée, la cybersécurité fait partie de votre quotidien aujourd'hui? Ok. Et pour les autres, du coup, vous en entendez parler de temps en temps, j'imagine, et c'est entre guillemets un sujet plus ou moins annexe, si j'essaie de faire un parallèle. Ok. C'est pas super pratique, mais c'est pas grave. Donc je m'appelle Rachid Zarwali, ça vous l'avez peut-être vu dans la proposition, dans la description du talk. Donc je suis freelance. Alors, architecte cloud, c'est un grand mot, mais en gros, j'accompagne mes structures, enfin mes clients en l'occurrence, dans l'utilisation de toutes les nouvelles technologies cloud. Alors, ça va de la migration vers Azure, Google, AWS, j'en parlais des meilleurs, jusqu'à la mise en place d'une usine logicielle, jusqu'à un audit de cybersécurité, tout en passant par l'accompagnement des équipes de développement. Au-delà de ça, je fais plein de choses. J'ai une activité communautaire assez importante parce que ça me plaît et qu'en fait la communauté, pas que au sens de la communauté open source, mais les dynamiques communautaires ont toujours fait partie entre guillemets de mon ADN. J'organise des événements, donc je viens de Lyon, c'est vrai que j'en ai pas parlé. J'organise des événements assez régulièrement autour justement de ces thématiques. Cloud, cybersécurité, usine logicielle, CI/CD, ce genre de choses. Et puis du coup, effectivement, il m'arrive d'être présent à des événements, comme c'est le cas aujourd'hui, soit pour organiser des workshops, donc du coup accompagner les participants à gagner en compétences sur une thématique particulière, ou comme c'est le cas aujourd'hui, faire un retour d'expérience ou sensibiliser entre guillemets sur une thématique particulière. La cybersécurité aujourd'hui, alors les éléments que vous allez voir là se viennent du rapport qui a été publié il y a 2-3 jours par une structure qui s'appelle Wavestone. Vous les retrouverez assez facilement sur Internet si vous tapez Wavestone Cybersecurity Rapport, qui montre en fait le nombre d'incidents par jour, enfin le nombre d'incidents, oui, pardon, par jour, sur une année. Ce qu'on remarque en fait, c'est qu'on a un volume toujours constant et en augmentation d'incidents de cybersécurité. On verra ce que ça veut dire derrière, mais ce que veut dire ce premier slide ici, c'est que la cybersécurité ou les problématiques de cybersécurité commencent vraiment de plus en plus à apparaître, à être visibles et à faire partie, entre guillemets, en tout cas, du quotidien des entreprises. Et puis effectivement, on verra après pour la vie privée. Ce qu'on remarque, c'est que les principaux points d'entrée, alors c'est pas vraiment une surprise je pense pour une partie d'entre vous, mais les principaux points d'entrée aujourd'hui sont les emails frauduleux, sont l'usurpation d'identité. En gros les campagnes de phishing hein, qu'on peut tous connaître. Vous avez reçu un mail très très bien fait de la société de livraison avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, parce que c'est la société qui vous livre assez souvent vos colis Amazon par exemple. Et un jour vous recevez un SMS très 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 bien fait qui vous dit allez sur tel site parce qu'il va falloir que vous payiez la fameuse nouvelle taxe qui vient d'apparaître, et vous tombez sur un site qui est tellement bien fait. Moi, et pour être totalement franc avec vous tous, ça a failli m'arriver. Je suis tombé sur une page du site de Chronopost qui était tellement bien faite que j'ai failli me faire avoir.
tout y était. Les logos bien placés, il y avait les menus, il y avait un tout petit détail tout en bas. C'est quand vous cliquez sur les liens hypertextes qui étaient tout en bas de la page, tous les liens hypertextes étaient désactivés. Et dans les liens hypertextes classiques, vous avez conditions générales de vente, nous contacter, ce genre de choses. Si j'avais pas eu le réflexe de faire ça, bah, j'aurais mis mon numéro de carte bleue pour payer les fameuses taxes qu'on me demandait. Et je ne sais pas ce qui se serait passé derrière, mais je pense que j'aurais eu quelques petits soucis. Dernier point là-dessus, ce qu'on va remarquer, c'est que le principal point d'entrée aujourd'hui sur des incidents de cybersécurité, c'est les employés et les clients. Alors, au sens large, ça va être plutôt les fraudes. Comment est-ce qu'on va essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre en entreprise et aller récupérer une information utile. Vous avez peut-être déjà entendu parler de social engineering. C'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus utilisé et dans lesquels on va dire les personnes malveillantes deviennent de plus en plus efficaces. Aller récupérer la bonne info en vous amenant à donner des infos parfois très personnelles qui vont leur permettre comme ça d'aller récupérer l'information dont eux ont besoin pour typiquement s'introduire sur vos systèmes. J'essaierai d'en reparler un petit peu après, mais il y a à la Black Hat qui se fait tous les ans aux États-Unis, il y a une petite vidéo qui, si vous cherchez Black Hat 2019, je crois, et c'est une dame qui a gagné le concours de social engineering, et en fait la vidéo montre comment en 10 minutes, montre en main, elle a récupéré numéro de carte bleue, numéro de sécurité sociale, compte d'accès, enfin login, password au compte bancaire avec un appel et 2 sons. Un bruit de bébé et un klaxon de voiture. Je vous laisserai regarder. Donc l'idée ici, c'est vraiment de montrer que le point de faiblesse, en fait, c'est l'humain. C'est nous tous. Le principal point d'entrée sur ces incidents-là, bah, c'est vous et c'est moi. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure me concernant, bah, j'ai failli me faire avoir. Ça, c'est la vision que j'ai malheureusement tendance à voir, alors pas chez tous mes clients, mais chez une partie d'entre eux, où vous avez ici, entre guillemets, le CFO, et là, vous avez le CISO qui va essayer, du coup, avec ses équipes, bah, d'arrêter un peu tout ce petit monde qui essaie de tout faire. J'ai récupéré cette image, donc qui n'est pas de moi, hein, qui est de Pentera, mais qui parle d'elle-même. Les patchs qu'on voit ici, c'est souvent malheureusement comme ça que ça se passe. On a un incident, ok, j'ai vu l'incident, comment on peut corriger ça vite fait? Attends, on n'a pas trop de budget, bon ok, vas-y, fais ça, et on verra plus tard. Et assez vite, on va se retrouver dans des cas comme ça. Je vais essayer de faire attention à ce que je dis ici, puisque du coup, on est enregistré, mais dans mes expériences passées, je me suis déjà retrouvé dans une structure qui n'était pas très loin de ce schéma-là. Où en gros, effectivement, bah, ça a patché, et c'est bien, mais en fait, ouais, c'est un mur qui est en train d'éclater, quoi. Et la problématique, c'est que du coup, on est dans du C-level, donc on est quand même dans un niveau, entre guillemets, de responsabilité assez important, et on va logiquement s'attendre à ce que ces gens-là prennent un peu de recul, et on se rend compte en fait que c'est pas trop le cas. Ce qui est plus dérangeant pour moi, c'est cette image-là. Ici, ce que vous avez, là, c'est l'équipe Dev et l'équipe Ops. Alors, j'ai bien séparé équipe Dev et équipe Ops. Je n'ai pas parlé de DevOps. Et les deux, là, qui essaient d'écoper, en fait, c'est les gars de la Sécu. Et ça résume malheureusement assez bien ce qu'on retrouve encore dans différentes structures, qui est la sécurité, c'est pas mon problème. Moi, j'ai une application à développer, je fais mon appli elle est faite, elle marche, salut les gars, mettez ça en production. En production, les gars, on a un incident de production, comment on fait? Bah, ça dépend, il se passe quoi? Bah, visiblement, il y a l'application qui s'est fait défacer. C'est pas mon problème, on a une équipe sécu. Et ça pose un vrai souci, parce que du coup, là aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de DevOps, de DevSecOps. Donc on va essayer de mettre les gens comment dire, à travailler ensemble et à travailler sur ces mêmes problématiques ensemble. En fait, on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de cas où c'est vraiment très siloté, parfois un petit peu trop. Et du coup, bah, en fait, chacun est dans son petit précaré, a fait son boulot. Moi, c'est cool, mon application, elle est prête. Moi, j'ai fait ma petite mise en production. Le reste, il y a une équipe d'astreinte et une équipe de sécurité, je m'en occupe pas. Et on arrive à ce genre de dérive-là. Ça, c'est un exemple que j'ai récupéré, c'est ce qui s'est passé pour Decathlon. Decathlon, l'année dernière, je crois, l'année d'avant,
sa filiale espagnole s'est retrouvée à exposer un cluster Elasticsearch. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est Elasticsearch, j'en parlerai 30 secondes juste après. Complètement ouvert, sans aucune sécurité, et qui détenait, entre autres, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, fiche de salaire, bulletin de salaire, numéro de sécurité sociale. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près ce que disait l'article. Un petit peu chaud. Alors bien évidemment, là pour le coup, les équipes de Decathlon ont assez vite réagi. Visiblement, il semble que ce ne soit pas Decathlon eux-mêmes, mais un de leurs prestataires qui, a priori, a fait quelques raccourcis. Mais c'est des cas qu'on retrouve assez souvent. C'est-à-dire que pour aller, entre guillemets, à la cible, bah, en fait, on va déployer un service, on va peut-être pas trop faire attention à la sécurité. Ok, le service, il est fonctionnel, les gars, c'est bon, on y va. Un autre exemple du style, pardon. Du coup, l'idée ici qui aurait été simple, et il me semble d'ailleurs que c'est ce qui a été fait par la SSI de Decathlon. Alors déjà, forcément, on ferme l'accès, ça c'est à peu près la première chose, mais déjà, on va mettre en place des systèmes authentifiants. Côté Elasticsearch, enfin sur ce type de techno, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est Elasticsearch, Elasticsearch est un moteur d'indexation full text. Son idée, en fait, l'objectif d'Elasticsearch, c'est d'aller stocker des données qui vont être indexées et qui vont permettre d'accélérer la recherche d'une donnée que l'on va potentiellement soit aller chercher dans l'index lui-même, soit qu'on va les récupérer in fine dans une base de données. Plutôt que d'aller faire toutes vos recherches dans un schéma de base de données relationnelle, on va utiliser un moteur externe qui va indexer une partie de cette base de données et accélérer, entre guillemets, les clés de recherche pour pouvoir in fine dire, ok, en fait, ce dont tu as vraiment besoin, c'est, je dis n'importe quoi, la fiche de salaire de Rachid. La fiche de salaire de Rachid, au niveau de la base de données, elle est ici. Plutôt que, quelles sont toutes les fiches de salaire dont le nom de famille commence par R, récupérer toute la liste, et puis après, vous filtrez en disant, finalement, il ne me faut que Rachid. Donc c'est un peu l'idée. Là, l'objectif, il est de dire, Elasticsearch, par défaut, quand vous l'installez dans sa version open source, il n'y a pas de mécanisme de sécurité. Comment est-ce que je peux simplement sécuriser un cluster Elasticsearch? Il y a plusieurs solutions. Vous avez ici les gens de SearchGuard qui exposent dans le hall, qui ont une solution pour ça, qui est une solution open source, que vous pouvez facilement installer. Ça prend, allez, une petite heure, voire moins. Et en une petite heure, vous avez un mécanisme qui est en frontal de votre cluster Elasticsearch et qui va faire, entre autres, parce que l'outil fait plein de choses, la partie authentification. Vous exposez un service, mais cette fois-ci, il est sécurisé de façon simple. Vous pouvez utiliser des reverse proxy, type Nginx, type Apache. Des solutions, il y en a plein. La vraie problématique, c'est pas la solution, c'est la démarche. Je mets en place un service. Si je veux le sécuriser, si je veux pouvoir assurer la pérennité du service, il faut que je me pose la question un peu plus en amont de comment je vais sécuriser l'accès. Surtout s'il y a des données un petit peu sensibles dedans. Un autre exemple qui a fait grand bruit à l'époque, c'est les MongoDB. MongoDB est un autre système de... Alors MongoDB, c'est un moteur de... c'est une base de données NoSQL, donc clé-valeur, qui va stocker des documents. C'est typiquement très très utilisé dans les logiciels qui vont permettre de gérer des librairies. Un document, ça va être la fiche d'un livre, avec son numéro, son auteur, et ainsi de suite. Et du coup, chaque document dans votre base de données Mongo, enfin chaque livre, pardon, dans votre base de données Mongo, c'est un document. MongoDB, en tout cas à l'époque, petite problématique, pas de sécurité. On revient à peu près à la même chose. Très simple à installer, marche très très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des petits malins qui se sont amusés à scraper l'Internet et à découvrir, vous le voyez ici, un peu plus de 22 000 instances qui étaient complètement ouvertes, assez faciles, qu'ont fait les personnes en question. C'est pas compliqué en fait. Ils ont dumpé les instances Mongo, ils en ont fait un petit backup dans leur coin, et puis ils ont envoyé un petit mail à toutes les personnes qu'ils ont réussi à retrouver qui géraient ces machins-là, en disant si vous voulez les données de votre cluster, maintenant, passez à la caisse. Et on retombe encore une fois dans la même problématique. Ce sont des systèmes qui sont très simples à mettre en place, peut-être parfois un peu trop d'ailleurs, et c'est tellement simple et ça va tellement vite que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on en oublie qu'en fait, une application, il n'y a pas que de l'infrastructure, il n'y a pas que du logiciel, il y a aussi une dynamique de sécurité qu'il faut prendre en compte. Et si on ne la prend pas en compte tout de suite, et en amont, on en arrive à ce genre de dérive. Comment on aurait pu résoudre ici? Alors c'est là où ça fait mal. C'est qu'en fait, c'est documenté.
Vous prenez le cas de MongoDB, vous allez dans la doc officielle et vous avez un bloc authentification qui est super bien fait et qui vous dit voilà, si tu veux pas faire n'importe quoi avec ton instance ou ton cluster MongoDB, tu suis juste la doc, il y en a pour 10 minutes et tu fais des choses simples. Oui, c'est login password, peut-être que certains d'entre vous me diront Rachid, t'es mignon, on est en 2021, login password et des choses un peu plus évoluées. On peut faire mieux, on peut avoir des systèmes qui vont utiliser par exemple du OAuth et utiliser vos comptes GitHub ou vos comptes Google par exemple, ou voire pire, vos comptes Facebook, même si on va peut-être essayer d'éviter aujourd'hui, mais c'est des choses que vous pouvez faire. Mais sans aller jusque-là, déjà mettre en place un mécanisme simple qui est lire la doc. On va peut-être déjà commencer par lire la doc, faire attention à ce qu'on fait, mettre en place un mécanisme simple d'authentification. Puis une fois qu'on a un petit peu sécurisé tout ça, eh ben, on verra ce qui se passe. Ces exemples-là, alors ça peut paraître un peu fou hein, de vous en parler aujourd'hui et de vous montrer ça, mais des exemples comme ça, il y en a d'autres dont je pourrais vous parler, que j'ai eu l'occasion de voir, qui sont tout aussi dérangeants. J'ai déjà vu des instances de base de données MySQL exposées directement sur Internet, et le mot de passe en fait est tellement simple que vous prenez n'importe quel dictionnaire que vous trouvez un peu partout sur le web, prenez le petit outil open source qui va bien, qui fait une attaque brute force, et vous récupérez l'accès à la base de données, et forcément vous ne récupérez pas un accès utilisateur à la base de données, vous récupérez l'accès route. C'est un peu comme si vous faisiez ça, c'est-à-dire que je viens vous voir, je fais salut, vachement sympa chez vous, dites donc, je peux rentrer? Vas-y, serre-toi. Bah, je vais prendre la télé, tiens, elle m'intéresse. Il est sympa le canapé, je vais peut-être me servir. On est à peu près d'accord qu'en général, si moi je me présente à vous en frappant à votre porte, vous allez peut-être déjà un petit peu essayer de savoir déjà qui je suis, même si vous l'avez vu jusqu'à maintenant, ce que je vous veux. Vous n'allez peut-être pas me laisser entrer chez vous, ouvrir la porte en me disant écoute, vas-y Rachid, si tu as besoin d'un truc chez moi, serre-toi. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on est en train de faire malheureusement très souvent avec le logiciel. On a besoin d'aller vite, pour différentes raisons, je en reparlerai après. Et cette espèce de course amène à ce genre de cas. J'ai besoin d'aller vite, je vais faire des coupes franches. Ouais, la sécu, c'est pas forcément le truc qui me fait le plus triper en ce moment. Bon, après tout, je verrai ça plus tard. C'est bon, le service est fait. Je sais pas vous, hein, mais vous m'avez l'air à peu près tous sympathiques, mais vous débarquez chez moi, vous frappez à ma porte, je vous laisserai peut-être pas forcément rentrer. Mongo, Elasticsearch, je pourrais vous parler de cluster Kubernetes aussi que j'ai vu qui était complètement ouvert, vous pouviez simplement récupérer le fichier de configuration, vous connecter de n'importe où sur la planète et exploser les clusters de production. Des exemples, il y en a plein. Et en fait, quand on regarde notre vie quotidienne, dans ces cas-là, bah, c'est un peu comme si vous ouvrez la porte de chez vous, vous dites bah, venez, servez-vous. Un dernier cas pour, j'allais dire pour rigoler, mais pas trop. Vous pourriez me dire, mais ok, c'est bon, on a compris, on a une application, bon, on fait attention, on va faire en sorte que l'appli soit sécurisée, ok, c'est bon, Rachid, on a compris, bon, l'appli est sécurisée. Votre appli, il est sécurisé aujourd'hui. Vous avez fait un effort, on s'est peut-être vu un petit peu, je vous ai enquiquiné, vous avez fait ce qu'il faut, et votre application, elle est sécurisée, aujourd'hui. C'est pas parce que votre appli est sécurisée aujourd'hui qu'elle le sera forcément demain. Un exemple que j'ai vu, alors j'en parle dans une autre conférence qui est en ligne, je ne vais pas trop en reparler ici, mais si ça vous intéresse, je vous en reparlerai en off, notamment pendant les jeux de questions-réponses. Ça, c'est un cas que j'ai vu. Alors j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est assez simple, mais c'est des choses que j'ai également vues. Mais en fait, M. Zarwali, quand on a construit l'application, tout allait bien. On est passé dans les scanners de sécurité, tout était vert, tout va bien, c'était parfait. Ouais, c'était bien. Vous l'avez juste fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous avez fait ça. C'est très bien. Sauf qu'en fait, entre-temps, bah, votre appli, elle bouge. Et la sécurité, entre-temps, elle bouge. Et on apprend des choses. Là, le cas ici est assez flagrant. En fait, bah, oui, WordPress, c'est un outil que l'on doit forcément maintenir. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est WordPress, c'est un CMS. C'est l'un des CMS, enfin, c'est le CMS le plus répandu aujourd'hui. Et en fait, bah, c'est bien, il est sécurisé aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'il est sécurisé aujourd'hui qu'il sera sécurisé demain. Ce que ça veut dire derrière, c'est que la cybersécurité, ou la sécurité au sens large, ce n'est pas un travail d'un jour, ce n'est pas un travail d'une heure, et ce n'est pas le travail d'une personne. C'est un peu plus impactant, entre guillemets, ça demande un peu plus d'efforts, c'est quelque chose qui doit se faire dans la durée, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul. Moi, quand je fais des audits de sécurité, typiquement, je ne fais pas tout seul. Il y a des choses que je ne sais pas faire.
Et typiquement, je vais faire appel à un partenaire qui va m'accompagner sur des choses bien précises, parce que je n'ai pas forcément la compétence. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui de pousser, enfin c'est ce que j'essaye de pousser avec mes confrères en entreprise. Et ça, c'est un cas que j'ai encore vu la semaine dernière, quoi. Je regarde vite fait mon auditoire. Alors, cette vidéo-là va peut-être pas parler à tout le monde. On verra qui ça fait sourire ou qui fait pas sourire. Pour ceux qui ne voient pas, c'est Thierry Ducorneau, et l'image, elle parle assez d'elle-même. Hein, c'est en l'occurrence Bourvil ici, qui se fait attraper par une voiture. Donc imaginez que la voiture derrière, c'est le hacker qui vous a vu passer avec votre application. Donc la voiture roule, hein, tout va bien. Sauf qu'en fait, il se prend un mur et la fameuse de chevaux, en l'occurrence ici, dans ce film, vient s'écraser contre un carton et explose. Et ce que dit Bourvil dans le film, c'est que il dit lui-même effectivement, elle va marcher beaucoup moins bien. Votre application, c'est exactement la même chose en fait, c'est une voiture. Une voiture, quand vous l'achetez chez un concessionnaire, elle est belle, elle est neuve, elle est fonctionnelle, elle est super, vous l'utilisez, c'est parfait. Si vous ne l'entretenez pas, si vous ne faites pas les révisions régulières, vous allez commencer à avoir des problèmes. Et puis à un moment, peut-être qu'à force de ne pas l'entretenir, vous allez péter le moteur. Si vous pétez le moteur alors que vous êtes typiquement, alors si je prends mon cas sur l'autoroute en allant en direction de Paris, c'est un tout petit peu délicat. Et votre application, c'est pareil. Votre application, c'est votre voiture. Ma voiture, si je ne l'entretiens pas, je vais aller à Paris, puis à un moment, le moteur va péter, je vais me retrouver sur la A6, et je n'irai pas à mon rendez-vous client, je me retrouverai sans voiture, et on me dira, bah oui, mais vous n'avez jamais fait l'entretien, monsieur Zarwali, donc faut changer de voiture. Les applications aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, et c'est un peu ce qu'on voit, et c'est ce qui rend la cybersécurité plus, j'allais dire presque malheureusement plus visible, parce qu'en fait, on ne les maintient pas. Elle ne les maintient pas, elle continue à évoluer. Comme elle continue à évoluer, des failles apparaissent. Des failles apparaissent, elles sont exploitables. Hein. Du WordPress, si vous regardez un petit peu sur Internet, il y a des bases de données d'exploitation qui sont libres. Vous pouvez utiliser du Metasploit, tout typiquement. Ou aller voir nos amis de chez Knock Knock en bas, qui ont un super projet. Je vous invite à aller les voir. L'idée est juste sensationnelle. Je vous laisserai aller les voir, qui vous en parleront mieux que moi. Mais c'est un peu cette démarche de comment vous accompagner à faire mieux. En fait, si on ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Et en fait, tous ces problèmes qu'on a jusque-là, ce que j'entends parfois, c'est « ouais, mais en fait, la sécurité, c'est pas notre job, et en fait, si vous êtes là, monsieur Zarwali, c'est un peu pour nous aider. » Ce qui est vrai. En général, si j'arrive sur un projet et qu'il y a un problème de sécu ou autre, c'est peut-être un petit peu pour aider effectivement les gens qui participent. Et pour moi, il y a un autre vrai problème. Je vous présente celui que je vais appeler ici Atlas. Donc Atlas porte le monde, et ce cas-là, il est, je ne vais pas dire quasiment automatique, mais il est très 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 répandu. On demande de plus en plus aux équipes, ici DevOps, on arrive avec une belle lettre au Père Noël, hein, et alors il me faut une usine logicielle qui fasse ça, 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 avec des super systèmes, machin, machin, machin. Bon, les gars, allez-y. Le problème, c'est que vous avez du coup des équipes opérationnelles qui ont du maintien en conditions opérationnelles, qui ont potentiellement eux-mêmes en fait des choses sur lesquelles ils doivent évoluer. Et en fait, ce qu'on leur demande aujourd'hui est difficilement faisable parce qu'en fait, l'infrastructure à laquelle ils ont accès n'est pas taillée pour ça. Un petit peu délicat. Si je me mets du côté des développeurs, c'est encore pire. C'est qu'en fait, on dit, aujourd'hui, tu es un développeur full stack, donc tu dois maîtriser absolument tout ça. Du front-end, du back-end, de la base de données, du DevOps et de l'application mobile. Au fait, j'ai oublié de te dire, tu as un time to market, donc le temps entre tu vas commencer à développer l'application que je te demande et le moment où on va effectivement la vendre ou la mettre en production qui est relativement réduit. Je ne sais pas pour vous, mais ça pour moi, c'est une chimère. Je ne vois pas comment on peut demander aussi bien à des équipes DevOps, donc sur la partie infrastructure et middleware aujourd'hui, ou à des équipes de développement, d'aller maîtriser tout ça. Je vais faire un truc vite fait. Qui aujourd'hui, si vous regardez un petit peu ce slide-là, juste en levant la main, qui aujourd'hui a la maîtrise, et je parle bien de maîtrise, d'au moins 2 items dans chacun des domaines. 2 items dans chacun des domaines. Si vous pensez en avoir la maîtrise, levez la main s'il vous plaît. Personne?
un item. Est-ce que vous avez la maîtrise d'un item, au moins un item, dans chacune de ces démarches? Levez la main, je ne mords pas, promis. Ok. On remarque bien une chose, vous êtes à peu près 25 à peu près. Sur les 25, j'ai vu 4 mains levées. J'ai demandé un item, un seul, dans chacun des éléments. 4 sur 25. Imaginez ce qui se passe en entreprise quand vous allez du coup demander à des équipes de développement de faire ce travail-là. C'est juste pas possible. On peut faire plein de choses, hein. On peut augmenter le nombre d'équipes. Alors j'aurais pu vous dire de façon assez rigolote, entre guillemets, on fait un bébé en 9 mois et vous connaissez peut-être la petite blagounette qui dit une femme fait un bébé en 9 mois, mais on ne prend pas 9 femmes pour faire un bébé en un mois. C'est un peu l'idée ici. Il y a un moment, on est des humains et on ne peut pas agréger toutes les compétences possibles. Et pour autant, de plus en plus, c'est ce qu'on commence à demander. Enfin, je suis formateur, moi, en école privée, et les étudiants que je vois arriver, on commence à leur demander ça. Il faut que tu saches faire du Docker, du Kubernetes, que tu saches développer, que tu saches gérer un GitLab, que tu saches faire de la base de données et de l'application mobile. Mais non, c'est pas possible. Et derrière, on demande à ces mêmes personnes de gérer aussi l'aspect sécurité de leur application. Ce serait bien que tu fasses attention à la sécurité de ton appli, parce qu'en fait, on va la vendre à des clients, donc si jamais il y a une faille, c'est sur nous que ça tombe. C'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, je devrais presque vous dire, je ne devrais pas m'en plaindre, parce que ça fait partie, entre guillemets, aujourd'hui de mon commerce. C'est vrai que ça me fait vivre et ça me permet d'avoir des projets. Moi, la problématique que je vois, c'est que on va demander quand même à ces gens de monter en compétence là-dessus. C'est juste pas possible. Comment on peut résoudre ça? Il y a plein de façons. Alors, je ne vais pas vous parler d'agilité, je vais essayer de ne pas utiliser trop de gros mots. Je ne vais pas parler de DevOps, je vais parler de Dev et d'Ops. Je fais bien la séparation entre les deux. Pour moi, l'idée, c'est pas forcément d'aller embaucher un DevOps et de dire je vais embaucher un DevOps et un ou des DevOps, et parce qu'ils sont DevOps et qu'ils ont une belle fiche de poste avec plein de compétences, ils vont résoudre tous mes problèmes. Vous me voyez à peu près venir, ça marche pas. Ou rarement. Enfin, il n'y a pas beaucoup de Facebook, des structures qui ont des top gourous dans toutes les équipes et qui maîtrisent tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Oui, il y en a, on en connaît, c'est pas la majorité. L'idée du coup derrière, elle est plutôt, enfin en tout cas pour moi, et j'espère pour vous aussi, va être de créer des passerelles. C'est ce que j'essaie d'imaginer avec ce joli petit slide. C'est pas forcément de dire, en fait on va aller embaucher des gens et ces gens vont être le chaînon manquant. On remarque assez souvent que malheureusement, notamment côté cybersécurité, ça marche pas trop. On va plutôt essayer de créer des passerelles et de faire en sorte que les développeurs et les ops, et forcément l'équipe sécurité, vont travailler ensemble. L'équipe sécurité va prendre en charge ce qui est la sienne, va reporter, va aller chercher des inputs. L'équipe opérationnelle gère l'infrastructure, va faire des besoins, travailler avec l'équipe de développement, l'équipe sécurité, dire voilà, nous on a ça, est-ce qu'on est au cordeau? Et bien évidemment, l'équipe de dev, elle, au cours de son développement applicatif, va travailler avec les deux équipes pour s'assurer, un, que les plateformes de production savent et ont les moyens de gérer ce qu'elles sont en train de développer, c'est un tout petit peu important. Deux, que l'équipe sécurité est au fait du sujet, suit le projet, est capable de faire des recommandations, et est capable d'aider aussi potentiellement l'équipe de développement en disant attention les gars, le module là que vous voulez utiliser, il est sympa, mais en fait il n'est plus maintenu depuis 3 ans. Il serait peut-être le moment de changer de module. Si on ne fait pas ça, les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, je pense que malheureusement, dans 5 ans encore, je vais en voir. Et encore une fois, je pourrais vous dire ça fait partie de mon business, ou à la rigueur, tant mieux pour moi. Mais aujourd'hui, je préfère arriver dans des structures où on a déjà ce genre de démarche, travailler sur des points où effectivement on est plus en amélioration qu'en création. On crée moins de frustration, on va créer moins de friction dans les équipes. Et puis, entre guillemets, quand on a des timings un peu courts, on ne se balance pas, entre guillemets, la balle les uns les autres. Dit autrement, en entreprise, si on veut avoir, alors ce que je vais appeler peut-être de façon vulgaire, un niveau de cybersécurité suffisant ou un niveau de sécurité suffisant, il faudrait peut-être déjà qu'on commence, ou qu'on continue, ou qu'on finalise une hygiène.
une hygiène de sécurité. Une hygiène de sécurité, c'est travailler très en amont sur ces aspects, communiquer avec les équipes, travailler avec les équipes, c'est former et c'est surtout suivre. On ne travaille pas sur l'aspect sécurité. Après 18 mois de développement, l'application est prête, ça passe à l'équipe sécu qui dit « Désolé les gars, ce truc-là, il n'ira jamais en production. » C'est pas possible. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne le conçois pas. Si on ne veut pas ça, ça veut dire que l'équipe sécurité, elle doit être là très très tôt. L'équipe opérationnelle, elle doit être là très très tôt. La démarche DevOps, et là je vais parler de culture et de démarche DevOps, elle est justement là pour ça. Rompre ces fameux silos et faire en sorte que tout le monde discute ensemble très très tôt et s'accompagne. On a 6 mois. Est-ce qu'on est en capacité de le faire ou pas? On verra plus tard. On a 18 mois, on a 1 an, on verra ce qui se passe. Mais on ne laisse pas une équipe de développement ou une équipe opérationnelle travailler sur un projet pendant 12-18 mois et le jour où le truc est prêt, ça passe à l'équipe sécu qui fait un scan qui dit non les gars, je suis désolé, ça passe pas. Je sais que ça peut vous paraître aberrant ce que je suis en train de vous dire, mais malheureusement je le vois encore. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, en tout cas c'est ma présence ici et j'espère que je vais y arriver à la fin de cette présentation-là, c'est soit de vous sensibiliser, soit de vous donner les clés aussi pour que vous, dans vos expériences professionnelles, vous puissiez à un moment dire oh, on a peut-être vu des trucs un petit peu chauds, si on peut éviter nous aussi d'en arriver là, ça peut être pas mal. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Si on ne prend pas les choses très très tôt, ça ne marchera pas. C'est pas compliqué, c'est pas possible. Ce que je vous disais, c'est qu'il faut former, il faut sensibiliser. La formation, il ne faut jamais la négliger. Alors, je sais comment ça se passe malheureusement, je suis formateur également. On est en fin d'année, il y a des budgets formation. Les gars, vous voulez faire quoi comme formation? On aimerait bien aller dans Kubernetes. Ah, c'est cool, on a un projet. Bon, les gars, vous partez 4 jours en formation avec Monsieur Zarwali, vous revenez, vous passez en production. Non, ça ne marche pas. J'arrive pas à former des experts en 2 semaines qui ont déjà manipulé la techno. Je ne vois pas comment je peux former des gens en 4 jours et leur dire maintenant vous allez en production avec Kubernetes. Je parle de Kubernetes en l'occurrence parce que c'est un peu mon dada aujourd'hui pour ceux qui ont regardé un peu qui j'étais, mais c'est pas possible. Former, ça ne veut pas dire cassez-vous en formation en 1 semaine et quand vous allez revenir, ça passe en production. Faites la formation, commencez à manipuler, on se revoit dans quelques mois, on fait un point. Quand vous prévoyez de démarrer en production avec votre projet, on se voit très très tôt et on prépare la feuille de route. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas. C'est pas possible. Et côté, entre guillemets, décisionnel, alors là, pour le coup, moi, c'est une partie que j'aime bien faire et que j'aimerais bien faire souvent, c'est justement travailler avec les directions pour rassurer, démontrer que des process sont en place, démontrer que les équipes sont sensibilisées, qu'il y a des choses qui sont faites, et leur donner les clés pour comprendre et pour adapter, entre guillemets, la stratégie d'entreprise, qu'elle soit financière, vous avez peut-être entendu parler de FinOps, c'est une démarche dont on entend de plus en plus parler, ou qu'elle soit sur la sécurité informatique. Regardez, on a travaillé pendant 6 mois avec vos équipes, on a mis ça en place, ça. Il y a un accompagnement régulier qui est fait, il y a des process très réguliers, on vous donne des clés, vous pouvez suivre ce qui se passe. Faire un audit 2 fois par an, ce que je vois malheureusement assez souvent, c'est chouette, vous faites venir un auditeur, il vient, il fait checkmark, c'est bon, tout va bien. Il part, il vous rend le rapport, au passage il a pris son chèque et tout se passe bien. Et l'audit, vous le faites 1 fois, en général au moins 1 fois par an. Le problème, c'est qu'entre chaque audit, encore une fois, vos applications et votre infrastructure bougent. L'audit, vous le faites en décembre. Si vous le faites en décembre de l'année dernière et qu'au milieu, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien suivi, il n'y a aucun process qui est en place, vous allez vous retrouver, comme ça arrive, je pense, assez souvent, à fin novembre, allez, début novembre, avec les gars, dans 1 mois, il y a un audit, ce serait peut-être bien qu'on commence à vérifier qu'on est bien bon, parce que si on ne passe pas l'audit, on va perdre nos accréditations. Rebelote, vous mettez une pression pas possible sur les équipes. Il y a plein de trucs à corriger, de l'application, du middleware, de la base de données, parce qu'il faut passer l'audit. Ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Et ce n'est pas comme ça, demain, en tout cas, que j'ai envie de voir, entre guillemets, la gestion de la sécurité en entreprise. Et je n'ai pas envie de le voir, parce qu'en général, moi, quand je débarque, je vois des équipes opérationnelles qui sont sous pression, qui ont des délais très courts, et qui ont, en plus de leur travail, entre guillemets, quotidien, un chantier pas possible, parce qu'il y a un audit qui est en train de passer et qu'il faut s'assurer qu'on fait checkmark sur tous les points. C'est juste pas possible. Donc ça, en l'occurrence, c'est la vision entreprise.
Je sais que le parallèle que je dresse n'est pas très très joli, mais pour vous donner une note d'optimisme quand même, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, pour moi il y a deux choses qui sont très importantes et qui sont entre guillemets optimistes. Le premier point, on est dans une communauté open source, et sur la partie sécurité, les communautés open source sont ultra actives. Il y a plein d'outils très bien faits, très simples à utiliser et open source qui permettent d'outiller les équipes. Des scanners de vulnérabilité, il y en a une palanquée. Je pourrais vous citer du Trivi, du Clair, du Cubase. Des outils, il y en a plein. Pour du scan de vulnérabilité, pour de l'analyse de code, pour faire des dashboards qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Vous avez des outils de code coverage qui vous permettent de voir si votre application est bien couverte par des tests techniques et fonctionnels. Il y a plein d'outils open source. Il y a des gens qui développent ces outils et qui vous les filent gratuitement. On devrait peut-être commencer par les utiliser. Déjà parce que, entre guillemets, 1, ils sont efficaces. 2, alors je dis coût de zéro, c'est pas tout à fait vrai, mais entre guillemets, vous y avez accès librement, vous n'avez pas de coût de licence. Et honnêtement, moi, quand je fais des audits de sécurité, pour être honnête avec vous, la plupart du temps, c'est des outils open source et ça me suffit largement. Et ça fait très bien le boulot. J'ai pas besoin forcément d'aller prendre un outil propriétaire. Si j'ai besoin d'aller prendre un outil propriétaire, c'est pour des choses bien spécifiques. Mais regardez dans la communauté open source, il y a vraiment plein d'outils. Je pourrais vous en citer plein, on en reparlera un petit peu après, ce n'était pas forcément l'objectif ici. Mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Ça, pour moi, c'est le premier point, c'est le premier checkmark vert que j'ai envie de donner. On a plein d'outils disponibles. Et encore une fois, descendez, faites le tour en bas au niveau des exposants. Il y a plein de super projets, notamment en termes de cybersécurité, qui sont hyper intéressants. Et en plus, open source. C'est quand même dommage de s'en priver. Le deuxième point, c'est que malgré le fait que je vous dise qu'effectivement, c'est des choses que je vois souvent en entreprise, il y a quand même des mentalités qui commencent à évoluer. Moi, j'ai démarré en tant qu'indépendant il y a à peu près 3 ans, ça fait 25 ans que je suis dans l'IT, ça se voit pas trop, bref, avec différents postes. Et sur les 9 derniers mois, les principales sollicitations que j'ai sont sur l'aspect sécurité. Ça ne veut pas dire que je suis identifié comme étant un expert de la sécurité, je ne me considère absolument pas comme un expert de la cybersécurité. Ce que ça me permet simplement de voir, c'est que là où avant on venait me voir pour déployer des infrastructures ou mettre en place des logiciels, on commence à venir me voir en me disant en fait on aurait besoin un peu d'aide sur la partie sécurité. Ça montre quoi? Ça montre quand même qu'il y a une première prise de conscience. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus présente, mais on a déjà une première prise de conscience qui est là. Et du coup, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, sur la partie entreprise, c'est cette prise de conscience est là, et j'aimerais vraiment que vous et moi, si je peux le dire comme ça, on continue entre guillemets de pousser pour qu'on passe pas seulement de la prise de conscience, mais à la réelle implémentation. Encore une fois, je suis persuadé qu'une fois qu'on aura fait tout ce travail ensemble, on abaissera la pression de beaucoup d'équipes, que ce soit DevOps, DevSecOps, que les choses seront mieux gérées, que les petites blagues à la MongoDB et autres, on en verra beaucoup moins, et entre guillemets qu'on dormira peut-être un peu mieux sur nos 2 oreilles. Mais il y a des choses qui commencent à se faire. Et ça, c'est vraiment une note optimiste. Et encore une fois, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer. Vie quotidienne, je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'on allait un petit peu en parler. La cybersécurité aujourd'hui, vu le côté entreprise, c'est bon, on a vu. Maintenant, on va essayer de regarder côté vie quotidienne. Le premier point, c'est, en fait, avec nos jolis jouets, là, des ordis, des machins, des téléphones, on utilise à peu près tout ça. Hein. Alors oui, il y a eu une petite blague récemment, Facebook a eu un souci, machin, ok, soit, bon, bref, passons. Le fait est que cette image, pour moi, elle est représentative de 2 choses. On utilise tous aujourd'hui des outils sur nos smartphones, et si vous regardez aujourd'hui la photo, on a à peu près toutes les générations. C'est-à-dire qu'on est tous concernés par cette problématique-là. On a tous aujourd'hui des outils connectés. Le deuxième point ici, c'est qu'en fait, on remarque qu'on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux au sens large. Ce que j'appelle réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux en tant que tels, YouTube, Internet, tout ce genre de choses. Si on passe de plus en plus de temps, vous me voyez peut-être à peu près arriver, c'est peut-être que du coup, il faudrait peut-être aussi qu'on commence à faire attention à ce qu'on fait avec tout ça. Ce graphe qui est là vous montre aussi que, en termes d'utilisation sur les médias, on y va quand même un peu franchement. Et quand je vous dis ça, c'est nous, vous et moi, encore une fois. Qu'est-ce que ça nous pose comme problème?
Ces éléments que vous voyez là, ici, sont tirés d'une analyse qui a été faite pendant la pandémie. C'est-à-dire que la pandémie, qu'on a encore aujourd'hui, mais on va dire côté 2020, s'il y a une chose qui n'était pas cool, c'est qu'en fait, elle nous a poussé encore plus à utiliser Zoom, Teams, Meet, Jitsi, j'en passe des meilleurs, nos téléphones et autres. Ça veut dire aussi que du coup, on commence à utiliser de plus en plus d'applications connectées. Et à la rigueur, ici, on est dans une population qui est à peu près éveillée. Moi, j'ai des enfants, et en fait, ça commence à me poser un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations, ce que je vais appeler comme ça, on va dire moins de 18 ans, ont quasiment tous un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, sont sur YouTube, Facebook, ce genre de choses, vont aller cliquer sur des sites. Moi, j'ai ma fille qui n'a pas fait gaffe à un moment et qui est partie commander un truc sur un site, bref. Et en fait, c'était une fausse vitrine, donc elle a été débitée, et bien sûr, elle n'a jamais reçu le colis. C'est des choses qui commencent à arriver de plus en plus. Pourquoi est-ce que ça arrive de plus en plus? Parce qu'en fait, on est rentré dans un mode où on est de plus en plus connecté. On fait quasiment tous, tout, sur nos smartphones. Moi, je fais mes courses, peut-être vous aussi. Et ça commence à poser un vrai souci, parce que du coup, ces problématiques-là, les plus jeunes, ils ne sont pas forcément sensibilisés. Je pense que vous voyez à peu près tous, hein, entre je suis sur Instagram, je partage mes photos et ce genre de choses, commence à poser un petit souci. Autre point, alors qui lui m'a un peu fait hurler sur l'aspect vie quotidienne. Alors du coup, on a tous potentiellement nos passes sanitaires, machin, l'application tous anti-Covid, tous anti-Covid vérif, hein, et on a tous à un moment fait des tests PCR. Et en fait, cet article-là a montré qu'il y a une société en fait qui permettait aux pharmacies, à des pharmacies, de faciliter en gros le transfert d'informations vers le SI-DEP, SIP qu'on connaît tous aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que la plateforme qu'ils avaient montée en place a été montée en place visiblement complètement à l'arrache, et qu'en fait, il y a une personne, pas forcément compétente en cybersécurité, mais on va dire qui s'est intéressé un peu au sujet, qui a creusé un petit peu la plateforme, et qui a fait, tiens, c'est marrant, mais en fait, j'ai récupéré 700 000 tests. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, pour de l'usurpation d'identité, c'est parfait. Nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu. Vous voulez faire un crédit pour quelqu'un sur le dos, ça commence à vous donner quand même pas mal d'éléments. Ça, c'est pas normal. C'est nos données de santé. C'est notre vie quotidienne. Là où j'arrive, c'est que du coup, la cybersécurité, on en a souvent entendu parler en entreprise, mais en fait, on est déjà concerné, nous. On fait juste potentiellement pas gaffe. Ça, c'est un exemple. Alors, il y en a d'autres dont je pourrais vous parler, mais je vais être à court de temps. Mais ça commence vraiment à arriver. Si on ne fait pas attention à ce qu'on fait avec nos téléphones, avec nos applications ou ce genre de choses, on va avoir un vrai problème. On va tous se retrouver potentiellement, et un jour ça va arriver, au pire une usurpation d'identité. Il y a des cas aujourd'hui qui existent, c'est des choses qui étaient relativement peu présentes entre guillemets il y a quelques années. De plus en plus, c'est ultra fréquent, des failles de sécurité comme celle-là, il y en a de plus en plus. Et nos données transitent. Si on ne fait pas gaffe, potentiellement, quelqu'un, demain, peut-être que si je ne fais pas attention, il y a quelqu'un qui va se présenter en tant que Rachid Zarwali et qui va essayer de choper un crédit en mon nom, ou de faire des achats en mon nom, ou je ne sais quoi, d'aller... Et c'est moi qui vais être responsable. Si on ne fait pas gaffe, on a un vrai souci. Comment est-ce qu'on peut corriger ça ? Pour les personnes âgées, moi je commence à travailler là-dessus. J'ai rencontré ce qu'on appelle des médiateurs numériques. Les médiateurs numériques, ce sont des gens dont la spécialité, c'est une vraie spécialité, sont là pour expliquer des choses très compliquées, notamment en informatique, à des gens dont c'est pas le truc. Personnes âgées, mais pas que. Et j'en ai rencontré certains qui sont très bons là-dedans, qui savent vraiment expliquer des choses très complexes à des personnes âgées en disant voilà, madame, monsieur, faites attention, quand vous allez là, regardez, c'est pas cool, et ce genre de choses. C'est des gens sur lesquels il faut absolument qu'on s'appuie le plus possible, notamment pour les personnes âgées. Pour les plus jeunes, contrôle parental, ça a l'air à peu près basique pour vous, mais ça reste quand même super important. Si on fait pas gaffe, moi je sais que ma fille, si je fais pas gaffe, un jour je vais avoir un souci. Donc oui, j'ai mis en place un contrôle parental, ça l'a fait chier, excusez-moi du terme, mais ça me permet de limiter la casse. Et je sais en toute connaissance de terme, en toute connaissance de cause, que si j'avais pas fait ça, j'aurais potentiellement eu d'autres soucis derrière. Si on ne le fait pas, je sais que ça enquiquine les plus jeunes, parce qu'ils ne peuvent pas, entre guillemets, utiliser peut-être leur super application, mais c'est aussi pour les protéger. Et pour les protéger, c'est aussi de la sécurité. Sécurité, cybersécurité, entreprise, vie quotidienne. Si on n'accompagne pas les parents,
dont je fais partie, dont on fait potentiellement ici pour une grande partie, c'est pareil, ça ne marchera pas. Tout le monde n'est pas sensible à cette problématique-là. Tout le monde ne sait pas forcément qu'il y a des systèmes de contrôle parental très simples à utiliser sur un Android, sur une tablette ou ce genre de choses, que ça se contrôle assez facilement. Encore beaucoup trop de gens ne sont pas sensibilisés à ces risques-là. Et les risques qu'on a en entreprise aujourd'hui, je vous l'ai montré tout à l'heure et je vous en parlais là, c'est des choses qu'on commence à voir aujourd'hui sur ces 10 dernières années. Si on ne fait pas gaffe et si on n'accompagne pas les gens dont ce n'est pas forcément la fibre, on va juste, entre guillemets, creuser l'écart. Et là où aujourd'hui on tapait sur la tête des entreprises en disant « Ah, c'est pas bien ce que vous avez fait, vous avez des trous de sécurité », en fait, demain, il n'y a pas que l'entreprise qui sera concernée, c'est tout le monde. Et oui, ça prend du temps. Et encore une fois, ces médiateurs numériques, je vous invite à vous renseigner, entre guillemets, sur ce métier et à voir s'il n'y a pas des médiateurs numériques aujourd'hui qui existent dans votre ville ou dans votre région. C'est vraiment des gens qui ont une vraie compétence. Moi, j'en ai rencontré certains, c'est bluffant. Vous leur expliquez un truc qui est relativement compliqué, ils prennent une petite heure et ils traduisent ça dans des mots très très simples, c'est juste bluffant. Et des personnes âgées savent comprendre ce message-là. Moi j'ai vu des personnes âgées qui à un moment disent non, je ne vais pas aller là, regarde. Ça, c'est pas le bon site. Ok, on a commencé à gagner. Pour avancer un peu, et puis aussi répondre à vos questions, des choses assez simples, ne pas utiliser son nom dans un mot de passe, je sais que ça paraît dingue de dire ça aujourd'hui, mais c'est encore des choses qui apparaissent. Et enfin, voilà, faire gaffe aux applications qu'on va utiliser. Et si vous partagez des mots de passe, ce qui peut arriver, essayez de ne pas les partager sur, entre guillemets, en dehors de votre cercle familial. Potentiellement, vous partagez votre compte Netflix. Je ne sais pas si vous le faites, mais Netflix, c'est un début. Enfin, voilà. Faites quand même gaffe à ce genre de choses. Ça paraît rien, mais c'est autant de portes ouvertes que l'on ouvre volontairement ou involontairement et qui nous mettent en danger. Télécharger des photos, c'est pareil. N'oubliez pas une chose, c'est que on sait aujourd'hui cacher dans un pixel ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle du pixel tracking. C'est-à-dire qu'en fait, on veut mettre un pixel dans une photo, et en fait, ce pixel va permettre de vous suivre, de vous tracer. Il y a des failles de sécurité qui ont été découvertes, il y a des incidents de sécurité qui ont été découverts, parce qu'en fait, dans une photo, on a caché un malware. Photo, vous savez, photo de vacances, je suis sur la plage, je bois mon mojito, les pieds en éventail, je suis au soleil. C'est cool, ok, vous avez peut-être récupéré ma photo, mais rien ne vous dit que dans cette photo-là, moi, j'ai pas planqué un bout de code qui s'est exécuté derrière votre dos et qui en fait est un keylogger et qui va me permettre de récupérer vos comptes d'accès à votre compte bancaire et ce genre de choses. Ça peut paraître bête de vous dire ça aujourd'hui, hein, et je comprends entre guillemets ce message, mais si on ne le fait pas... Et ça commence à arriver de plus en plus. C'était mon petit parallèle Facebook, les photos, tout ça. Faites gaffe. Ça arrive, ça s'est déjà vu, et je pense que ça va se généraliser. Si vous avez des enfants, créez-leur un compte de messagerie, suivez-les. Si vous leur donnez un ordinateur, vous êtes dans un espace, vous les mettez dans un espace que vous pouvez suivre. Ne laissez pas vos gamins avec un ordi tout seul, sans un contrôle. Contrôler vos enfants, c'est pas les embêter, c'est simplement les accompagner et faire attention à ce qu'ils font. Et ce message-là est super important. Et pour les personnes âgées, y a un truc qui est pas mal, c'est que les personnes âgées aujourd'hui commencent de plus en plus à utiliser nos technologies modernes et du coup s'exposent elles-mêmes. C'est le petit graphe que vous avez là. Et pour revenir un peu sur les quelques conseils qu'on pourrait donner à des personnes âgées, c'est leur expliquer effectivement l'utilisation de ces technologies quand ce n'est pas le cas. Faites attention quand vous êtes sur des sites non sécurisés. N'ouvrez pas un email si vous ne connaissez pas l'expéditeur. Regardez, faites attention quand vous allez sur un site, faites attention à certaines informations. Je vous parlais hier du formulaire de contact, les petits liens hypertextes qu'on trouve en bas des pages. On fait souvent pas gaffe, mais c'est des tout petits détails qui peuvent vous permettre de dire je ne suis pas sur le vrai site, je suis en train de me faire allumer. Et installer un antivirus, alors, oui, au moins installer un antivirus. L'antivirus ultime n'existe pas, soyons clairs, mais déjà s'il y en a un, c'est déjà pas mal. L'idée, c'est pas de tout faire. L'idée, encore une fois, c'est d'accompagner les personnes âgées, comme nos jeunes enfants, et aussi nous-mêmes, dans cette démarche. Si on les outille, si on leur explique, ils savent comprendre. Si on reste avec eux et qu'on leur donne les bonnes clés, ils savent comprendre. On sait comprendre, ils savent comprendre. Nos enfants, c'est pareil. Et encore une fois, la sécurité, c'est plus une affaire que d'entreprise. C'est devenu aujourd'hui une affaire de vie quotidienne. Il y a plein de choses. On peut encore les protéger, on peut aller... les former à la navigation sur Internet, on peut leur expliquer comment créer des mots de passe sécurisés. Alors là, pour le coup, j'aurais plus tendance à vous dire, encouragez-les à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il y en a plein qui existent, certains sont très très simples, et ça permet de faire des choses assez simples. Le gestionnaire de mots de passe, c'est un truc qui est génial, on n'y pense pas.
Mais c'est juste génial. Vous avez une clé. Alors, mettez pas sandwich ou password. Enfin bref, vous voyez où je veux arriver. Mais voilà, vous avez une clé et vous avez un trousseau. Et vous n'avez pas à vous rappeler de 70 mots de passe et autres. Bien évidemment, pourquoi? Parce que je vous ai dit il y a 5 minutes qu'il ne fallait pas utiliser le même mot de passe partout. Donc, si je vous dis ne pas utiliser le même mot de passe partout, avec toutes les applis qu'on utilise, ça fait une liste qui est très très longue. Si vous n'avez pas un gestionnaire de mots de passe, ça peut être compliqué. Et bien évidemment, faites pas comme certains qui ont le petit carnet et qui notent les mots de passe dedans. Je fais un petit parallèle assez violent, mais bon, bref. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Je reviens sur l'email. L'email, c'est le premier vecteur. Si on n'explique pas aux gens que dans les emails, on peut planquer des choses, que quand il y a un lien qui existe ou quand il y a une photo qui est jolie, il faut surtout pas cliquer dessus, il faut se poser 2 minutes, regarder un peu ce qui se passe, ben, rebelote. Le keylogger, c'est génial. Hein. Le keylogger, si vous n'avez pas de double authentification, alors pour la double authentification, n'utilisez pas le SMS. On en parle vite fait, mais aujourd'hui, le SMS n'est pas considéré comme un moyen sécurisé. C'est notamment pour ça que les banques ont abandonné le SMS, ou commencent à abandonner le SMS. Mais la double authentification, c'est un bon point. Si vous ne la mettez pas en place et que vous faites n'importe quoi avec vos emails, le keylogger s'installe sur votre machine, compte bancaire, accès Facebook, email, j'en passe des meilleurs. Pour résumer, j'aime bien cette image. Les mots de passe, c'est comme les clés, c'est mieux d'en avoir plusieurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette image parce qu'elle parle toute seule. Un mot de passe est trop dangereux, je pense que je vous en ai suffisamment parlé ici et j'espère vous avoir convaincu. Avoir plusieurs mots de passe, c'est une bonne démarche. Au bout d'un moment, n'oubliez pas le trousseau. Pour finir sur une petite note un peu rigolote, donc je vous ai dit, moi j'ai des enfants, potentiellement certains d'entre vous en est. Aujourd'hui, nos enfants, quand ils vont faire du vélo, on ne leur demande pas de faire ça. On est à peu près d'accord. Ma gamine qui a 3 ans qui fait du... Qu'on appelle ça du vélo à 3 roues, je ne vais pas lui demander dans une semaine d'aller prendre ma moto et puis de faire ça. Aujourd'hui, ce que je fais avec ma fille, c'est plutôt ça. Ou j'espère en tout cas que vous aussi, vous faites ça avec vos enfants. J'espère que vous ne leur filez pas une moto en disant « vas-y, amuse-toi ». Ça, on le fait avec nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas nous-mêmes dans notre vie quotidienne? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec les personnes âgées? Et pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas tout simplement avec toute personne qui n'est pas sensibilisée à la cybersécurité ou à la sécurité au sens large? On apprend à nos enfants à faire du vélo. Mon fils, il veut aller faire de l'escalade. Je suis nul en escalade, je ne sais pas le faire. Je ne vais pas aller lui apprendre comment on fait de l'escalade, je suis nul. Je fais comme tout le monde, je vais l'inscrire dans un club où il y a quelqu'un dont c'est le métier, qui est un professionnel et qui lui apprend à faire de l'escalade. On a plein de réflexes en fait dans notre vie quotidienne qu'on oublie entre guillemets d'appliquer dans notre vie connectée. Quand on ne sait pas faire, n'hésitons pas à nous rapprocher des gens qui savent faire. Je vous ai parlé des médiateurs numériques, c'est un bon point. Et eux vont vous aider, ou nous aider entre guillemets au sens large du terme. Le message que j'ai vraiment envie de faire passer dans cette présentation, c'est vraiment celui-ci. La cybersécurité ou la sécurité, c'est plus une affaire d'entreprise, c'est fini. C'est une affaire de vie quotidienne aujourd'hui et c'est presque plus important dans notre vie quotidienne qu'en entreprise. Et il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie quotidienne. Apprendre à nos enfants à faire du vélo, leur apprendre à écrire, leur apprendre à parler, pourquoi pas à chanter, j'en sais rien moi, à faire du piano, du tir à l'arc ou ce que vous voulez. Et quand on ne sait pas faire, on a tous le réflexe d'aller trouver des gens qui savent faire. La sécurité demain, dans notre vie quotidienne, c'est ça. Si on ne sait pas faire, c'est aller se rapprocher des gens qui savent, apprendre des gens qui savent et diffuser. Et si demain on arrive à faire ça dans notre vie quotidienne et qu'on a une hygiène de sécurité comme on a une hygiène de santé, ça se ressentira en entreprise. Les deux mondes sont vraiment connectés. Ou en tout cas, j'espère avoir réussi à vous faire passer ce message-là. Les deux mondes sont vraiment connectés. On ne peut plus traiter l'un sans l'autre. Je vais finir là-dessus et je vais vous laisser ouvrir les questions si vous en avez. Il nous reste encore, je crois, 5 minutes, c'est ça? Il nous reste à peu près 5 minutes si je ne dis pas de bêtises. Moi j'en ai une avant de vous laisser aux questions. Est-ce que j'ai réussi à convaincre, combien de personnes j'ai réussi à convaincre de l'importance de la sécurité dans la vie quotidienne? Waouh! Ça se voit peut-être pas sur ma tête, mais ça fait super plaisir. Alors, je finis là-dessus, mais c'est un sujet que j'ai souvent eu envie de traiter. Je ne savais pas trop comment l'aborder. Visiblement, je ne me suis pas trop mal débrouillé. Merci à vous.
Mais c'est vraiment super important. Si on ne fait pas gaffe, je vous jure que demain, ça va être une cata. Si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Je vous écoute. Du coup, est-ce que vous pensez que ça serait peut-être au rôle de l'école d'avoir un point particulier sur la cybersécurité pour former les générations futures aussi à ces points? Et est-ce que, je sais que le programme a changé un petit peu sur l'informatique au niveau de l'éducation nationale, je ne sais pas du tout s'il y a des points là-dessus maintenant qui sont abordés. Alors, il y en a. Enfin, moi, dans les cursus que je gère surtout la partie cloud et sécurité cloud, mais je sais qu'il y en a. Oui, c'est des choses qu'on essaye de faire avec mes confrères. Moi, ce que je fais avec toutes les classes que j'ai, c'est qu'en général, la première heure, alors j'ai pas ce speech-là, c'est beaucoup plus technique, mais je leur donne un exemple en fait concret de dérives qu'on peut avoir avec la sécurité dans notre vie quotidienne. Je prends une heure. Je discute un petit peu avec eux, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme application, machin et quoi, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire sur vos téléphones. Et je fais une petite démo en disant, regardez un peu ce qui se passe. Oui, c'est des choses effectivement, pour moi, pour répondre à ta question, oui, ça fait partie du rôle de l'école, ça fait partie du rôle de l'éducation, de sensibiliser au plus tôt. C'est pas forcément facile, et c'est pour ça que les médiateurs numériques sont là, notamment, mais complètement. Pour moi, ça fait complètement partie d'un cursus, entre guillemets, scolaire, universitaire, et oui, ça devrait de plus en plus être présent. Ou en tout cas, j'espère. Et vous trouvez que c'est assez présent en termes des cursus universitaires pour l'instant ou pas vraiment? Parce que je sais que les cursus qui n'ont rien à voir avec l'informatique font des choses comme rechercher des choses sur Internet, mais c'est pas... Alors oui, ça existe. Aujourd'hui, moi, je commence à les voir en Bac+4, Bac+5, de façon concrète. Mais pour moi, ce que je vous disais là dans ce sujet, c'est limite un sujet. Alors, peut-être pas en primaire, faut pas déconner, mais on devrait au moins à partir du collège commencer à sensibiliser. J'ai rencontré des gens qui commencent à le faire. Alors, je ne sais plus dans quelle région de France, mais j'ai rencontré quelqu'un qui, une fois par an, va dans un collège, passe une demi-journée avec toutes les classes et les sensibilise à ça, aux dérives des réseaux sociaux. Je trouve la démarche hyper intéressante et vraiment super utile. Et j'aimerais vraiment que ce soit généralisé, ouais, complètement. Plus tôt c'est, mieux c'est. Bac+4, Bac+5, c'est très technique, c'est voilà, faille de sécurité et autres. C'est très bien. Et encore une fois, je n'ai pas de souci avec ça. Mais nos enfants qui sont au collège, si on peut déjà les sensibiliser à ce moment-là, quand ils commencent à utiliser les smartphones, quand ils commencent à se connecter sur les différents réseaux sociaux et leur donner les bonnes clés, c'est vraiment là en fait où on va gagner. Je me permets une dernière question et après je vous laisse tranquille, c'est promis. Pardon. Combien de gens ici utilisent un gestionnaire de mots de passe? Génial. Et aujourd'hui, vous utilisez quoi? Il y en a qui utilisent... Allez, je vais en citer 2-3 vite fait. Dashlane. Ouais. LastPassword. Ok. OnePassword. Ah, il y a des Mac lovers. Je finis là-dessus et après je vous laisse tranquille. Tous ces logiciels-là commencent à avoir une fonction que je trouve super intéressante. Elle a ses dérives, mais que je trouve super intéressante, c'est le partage de mots de passe sécurisés. En fait, tous ces logiciels-là commencent à offrir une fonction qui est vraiment bien, qui est j'ai la possibilité de partager un mot de passe à une personne et pour une durée limitée. Ça permet deux choses. De partager potentiellement un mot de passe avec votre fille, votre frère, je ne sais pas qui, votre épouse, votre mari, bref, déjà. De le partager dans un temps limité, mais surtout, ça vous permet de dire, en fait, ce mot de passe a déjà été partagé, c'est peut-être le moment de le changer. J'en sais rien, vous avez laissé accès à votre messagerie, à votre enfant en l'espace de 2 minutes, voilà, vous lui avez filé le mot de passe, ok, il s'est connecté, c'est fini. Ben, vous avez une info qui vous dit ce mot de passe-là a été partagé. Ce mot a été partagé à qui? À ma fille. Ouais, j'ai peut-être pas forcément envie qu'elle aille regarder mes mails tous les jours. Je vais peut-être commencer à changer le mot de passe. Il y a plein de fonctions comme ça qui commencent à apparaître. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment une note d'optimisme. Et j'espère vraiment qu'on va avancer là-dessus. Je vois des gens qui attendent dehors. Je vais finir là-dessus. Je suis ravi que vous soyez venus. Ça me fait vraiment super plaisir. J'ai l'impression d'avoir réussi, entre guillemets, mon challenge. Et ça me fait encore plus plaisir. Vous avez mes coordonnées sur ce slide. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me choper où vous voulez. LinkedIn, email, Twitter, ce que vous voulez. Il n'y a pas un souci.
Si je peux vous aider à quoi que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit pour des questions de sécurité, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et encore une fois, merci à tous d'être venus.